Bienvenue à nouveau mes amis, c'est lundi. Et passons immédiatement à la réaction de Poutine au plan de paix que Trump ou l'administration Trump a proposé pour la guerre russo-ukrainienne. Il n'y a rien de surprenant, mais je veux regarder cette réaction avec vous et continuer à partir de là. Cependant, nous voyons qu'après les négociations en Alaska, il y a une certaine pause du côté américain. Et nous savons que cela est dû au rejet de facto par l'Ukraine du plan de règlement de paix proposé par le président Trump. Je crois que c'est pour cette raison qu'une nouvelle version du plan est apparue, qui est essentiellement une version modernisée en 28 points du plan. Nous avons ce texte, c'est là que ça devient intéressant. C'est de la pure narration faisant avancer la propagande russe, ça fonctionne. Ils font ça depuis des années et c'est une machine bien huilée. Nous l'avons reçu par les canaux disponibles de coopération avec l'administration américaine. Le plus drôle, c'est que le plan, la proposition de paix en 28 points imposée à l'Ukraine, ils ne l'accepteront jamais. Mais la première version de ce plan, dont ils vont tous parler maintenant en Suisse, à Gand, à propos de ce premier projet, est rédigée en russe. Et Vladimir Poutine affirme qu'ils l'ont reçu de l'administration américaine par certains canaux. Eh bien, la vérité, c'est qu'ils l'ont rédigé eux-mêmes et qu'ils l'ont divulgué en ligne. Ils l'ont transmis aux États-Unis, qui l'ont présenté comme leur proposition de paix. Quel échec de communication! Quand le pays le plus puissant du monde, l'administration présidentielle américaine, présente un plan de paix russe. Je veux dire, tu peux imaginer? C'est insensé. Le plan de paix américain contient des phrases qui ont clairement été rédigées d'abord en russe. Parce que si tu analyses la langue anglaise, il y a un certain ordre des mots, certaines significations qui sont utilisées. Certains mots ou significations existent, mais ne sont pas utilisés, alors qu'ils le sont en russe, par exemple. The Guardian rapporte que le plan de paix américain comprend plusieurs passages qui ont presque certainement été rédigés en russe avant d'être traduits. En anglais, ils paraissent artificiels et déplacés, comme si le document avait été écrit et édité par des personnes pensant en russe. Oh, quelle surprise! Le troisième point en est l'exemple le plus évident, je cite. On s'attend à ce que la Russie n'envahisse pas les pays voisins et à ce que l'OTAN ne s'étende pas davantage. La construction, on s'y attend, est inhabituelle en anglais, mais c'est un calque direct du russe. Maintenant, vous pouvez l'utiliser, on s'y attend. Vous pourriez entendre cela, et j'utilise ça. Oui, vous pouvez, mais ce n'est pas la tournure la plus couramment utilisée. Pour dire la même chose, vous utilisez autre chose. Le document contient également d'autres choix de mots à la russe, comme des ambiguïtés et consacrés qui semblent tout simplement sans étranges dans ce contexte. Tout cela a alimenté les soupçons selon lesquels au moins certaines des contributions au texte étaient liées à Moscou. Il n'y a aucun doute là-dessus, ce plan en 28 points. Si vous examinez ces plans, ces points reflètent de ce que Poutine exigeait de l'Ukraine il y a 4 ans. Leurs exigences restent les mêmes. Pourquoi les États-Unis proposeraient-ils un plan de paix qui reflète exactement les exigences de Poutine? Est-ce une coïncidence? Je ne le pense pas. Maintenant, l'Union européenne a présenté son propre contre-plan de paix, qui se compose de 24 points. Je ne vais pas tous les lire, mais voici les plus importants. L'Ukraine peut rejoindre l'OTAN si elle le souhaite, mais cela dépendra d'un vote de l'Alliance. Dans l'OTAN, chaque membre doit approuver l'entrée d'un nouveau pays. Un seul refus empêche l'adhésion. Il n'est donc pas si simple de rejoindre, surtout pour que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne. Je répète, c'est un processus très long. Devenir membre de l'Union européenne n'est pas facile. Tout le monde le veut, il y a une liste d'attente. L'Union européenne est un club très convoité. L'Ukraine doit encore changer de nombreux aspects et adopter plusieurs lois pour entrer. Donc ce n'est pas si facile, mais c'est ce qui est dit ici. Il est également dit que la ligne de front restera figée telle qu'elle est actuellement. Les discussions territoriales partiront de la ligne de contrôle actuelle, sans que l'Ukraine ait à céder des oblasts non contrôlés par la Russie. Voici un vrai plan de paix. Le lien est dans la description ci-dessous. Ce n'est pas écrit par les Russes, contrairement au plan en 28 points de l'administration Trump. Je veux vous parler un peu de l'économie russe. Nous avons maintenant des informations.
tout le monde en parle. La Banque centrale russe a décidé de commencer à vendre son or. En Russie, un jeu intéressant oppose la Banque centrale au Fonds national de bien-être. Voyez le Fonds national de bien-être. Ou la cagnotte de guerre de Poutine, ou tirelire, c'est là que Poutine a mis tout leur or, ou les revenus de leurs exportations de pétrole et de gaz. Depuis 15 ou 20 ans, le Fonds national de bien-être a explosé pour atteindre des centaines de milliards d'euros, de dollars, d'or, de yuans, de livres sterling. Il était rempli à ras-bord. Eh bien, maintenant, il ne reste plus que 51 milliards de dollars américains d'actifs liquides là-dedans, dont plus de la moitié est en or et l'autre moitié en yuans, la monnaie chinoise. Maintenant, quand on entend que la banque centrale russe commence à vendre de l'or, tu sais ce que ça veut dire ? Ils se vendaient toujours de l'or entre eux, c'est-à-dire que le Fonds national de bien-être vendait de l'or à la banque centrale et vice-versa. C'est comme déplacer de l'or de la banque centrale vers le fonds de bien-être. Cela reste dans les réserves d'or russes, car la Russie en reste propriétaire via le fonds de bien-être ou la banque centrale. Ce dont nous parlons maintenant, c'est de la banque centrale russe qui vend physiquement de l'or, non pas au fonds de bien-être, mais aux entreprises et aux citoyens à l'intérieur de la Russie, en le vendant en dehors des réserves d'or russes, pour combler le déficit budgétaire qui est assez important en ce moment. Cela survient alors que les prix mondiaux de l'or atteignent un record historique. Je dois aussi rappeler que la Russie est exclue du commerce international de l'or. Donc ils ne peuvent pas le vendre à l'Union européenne aux États-Unis, ni à aucun autre pays qui participe aux sanctions, mais maintenant ils peuvent le vendre. En interne, et il y a un grand intérêt pour l'or à l'intérieur de la Russie, parce que le rouble monte, descend et fluctue, et les Russes, les entreprises et les investisseurs, eh bien, ils n'ont pas tellement confiance dans le rouble. Ils ne peuvent pas acheter de dollars ou d'euros. Ils pourraient en Condy acheter du pound, mais l'or était plus lucratif. Ils veulent acheter de l'or. Et c'est ce que la Banque centrale vend maintenant. Tout cela devient assez compliqué, mais le point principal à retenir ici, et c'est très simplifié. La Russie a un important déficit budgétaire et la Banque centrale, pour combler ce déficit, vend maintenant de l'or non pas au fonds de bien-être, mais le déplace d'un endroit à un autre. Cela reste dans la réserve d'or de la Russie, mais ils le vendent à des entreprises et des citoyens russes, ce qui réduit les réserves d'or russes. Et c'est aussi le symptôme d'un énorme déficit d'argent dans le budget de la Banque centrale russe. Dans cette vidéo à l'écran, vous pouvez voir comment Poutine a récemment été informé de la chute de 2000 milliards de roubles des revenus provenant des matières premières. C'est une chute massive. Je veux dire, ici, sur la vidéo, nous avons le service fédéral des impôts. Danil Igorov, qui a probablement oublié que Poutine n'aime pas les mauvaises nouvelles, et il n'en aime vraiment pas. Il est connu pour ça. Les gens veulent lui apporter de bonnes nouvelles. Alors Danil dit immédiatement que le secteur non lié aux matières premières a augmenté de 3000 milliards de roubles, donc le budget est soudainement stable, ce qui n'est pas le cas. Oui, je suppose qu'il ne veut pas tomber par la fenêtre. Et il affirme que le point, ce sont presque tous les plans sur lesquels le budget russe de 2025 a été établi. Parce que vous savez, ils prévoient le budget qu'ils choisissent, prévoient combien ils vont récolter, les impôts et tout ça, presque tout a échoué. Le plan a échoué pour la plupart des impôts clés. La taxe sur la valeur ajoutée de 1,2-3 000 milliards de roubles, les droits d'importation et les taxes supplémentaires de 328 milliards de roubles. C'est le montant que le plan a mal calculé ou dans lequel il a échoué. Ce sont des sommes d'argent énormes. Ils avaient simplement prévu à tort de les percevoir, mais ils ne les ont pas perçus. Pour l'impôt sur les bénéfices, l'écart est de 160 milliards de roubles pour l'impôt sur le revenu des personnes physiques de 36 milliards et pour les taxes de recyclage de 888 milliards. Nous arrivons à la fin de l'année. Ils savent ce qu'ils ont acheté, rapporté et leurs erreurs de prévision. Et c'est ce contraste. La base, c'est plutôt mauvais. Il y a un énorme déficit budgétaire. Et d'où la vente d'or, mais ce n'est pas tout. Il ne s'agit pas seulement de vendre de l'or, il s'agit aussi de ne pas pouvoir effectuer les paiements. Ce qui nous amène au sujet suivant, qui concerne l'un des oblasts de la Russie. La Yakoutie suspend complètement les paiements aux soldats de l'opération militaire spéciale. Opération militaire spéciale ou la guerre en Ukraine. Imaginez venir de Yakoutie, c'est vraiment à l'extrême est. C'est l'une des oblasts les plus à l'est, pas la plus à l'est, mais c'est vraiment là-bas, à l'est. Vous venez de là-bas, c'est une région très pauvre. Il n'y a qu'1 million d'habitants, mais c'est immense.
C'est une région grande comme l'Europe, avec seulement 1 million d'habitants. Elle est donc très vaste et peu peuplée. Peu d'emplois, salaire faible. Les gens rejoignent l'opération militaire spéciale pour l'argent, puis se font avoir. Ils signent le contrat et partent. Beaucoup meurent. Leurs familles attendent de l'argent, tandis qu'ils combattent au front, surveillant leur compte chaque jour. Même s'ils reçoivent de l'argent et peuvent en envoyer chez eux, ils ne le font pas. Le ministre des Finances de Yakoutie, Ivan Alexeyev, a annoncé que les paiements aux anciens combattants en Ukraine ont été suspendus en raison d'un manque de fonds budgétaires. Il a ajouté qu'il est impossible d'estimer à l'avance combien de personnes auront besoin de ces paiements. Donc, il a essentiellement dit « Nous ne savons pas combien de personnes en Yakoutie ont besoin de cet argent, mais nous ne pouvons plus le payer. » Et c'est la première oblast en Russie à faire cela parce qu'ils n'ont tout simplement pas l'argent. Donc vous avez des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes de Yakoutie qui font la guerre pour Poutine en Ukraine. Et vous n'allez tout simplement pas les payer parce qu'il n'y a rien avec quoi les payer. C'est une mauvaise situation, une très mauvaise situation. Les soldats armés s'attendraient à être payés. S'ils ne le sont pas, eh bien ils n'ont pas l'argent, mais ils ont toujours les armes. Et tu sais, ils peuvent en faire quelque chose. Mes amis, un sujet croustillant avec de nombreux liens et vidéos à regarder ensemble. Frappe de drones en Russie, en Ukraine occupée et en Crimée. Nous commençons par la centrale thermique de Chatura, dans la région de Moscou. C'est l'une des plus grandes centrales électriques de l'oblast de Moscou. Elle a une capacité de près de 1600 MW. Et regardons toutes les vidéos parce qu'il y en a beaucoup. L'Ukraine l'a frappé le 23 novembre, donc hier. Et nous avons ces magnifiques images du point d'incendie. Fonction publique, de butin, le drone plongeant. La liberté exportée vers les sous-stations juste devant la centrale électrique. Les autorités là-bas affirment que chaque drone a été abattu, mais je vois qu'il a été abattu avec la sous-station. La sous-station a percuté le drone, le détruisant avec elle-même. Tu vois, ça c'est du génie. Je ne pouvais pas résister. Regarde ça. À Chatura, des événements plus étranges surviennent. Ce n'est pas un drone. Ce ne sont pas des balles traçantes. Ce n'est pas un drone. Il ne fait pas de piqué d'attaque. Ce n'est pas un drone. Il n'est pas sur le point de toucher quelque chose d'important. Le fusible neutre transformateur, les transformateurs ont explosé tout seuls. C'est ce que vous lisez des autorités russes, sur leur site officiel ou ailleurs. Nous avons tout abattu. Les débris sont tombés sur les transformateurs du poste électrique. Ils ont explosé eux-mêmes dans l'incendie qui s'est propagé, et soudain toute la centrale électrique est hors service à cause de quelques débris. Mais oui, regardons aussi des vidéos. Oui, mais d'autres Russes locaux filment ça pour nous et font des bruitages. Comme ça, toi et moi, on peut regarder comment la liberté est exportée dans les terres sauvages de Russie. Leurs mots sont si grossiers que je ne peux pas les traduire, et ils commentent toujours un par un. Ces mots vraiment vulgaires, rien que de les dire. Je ne pourrais pas les dire en anglais, ça sonnerait tellement horrible. Mais j'adore toujours les commentaires. Rien de plus nécessaire, juste des mots vulgaires un par un. Nous avons encore quelques photos et vidéos de la population locale. Ici, vous voyez à quel point la centrale électrique est grande, 1600 MW pour une centrale thermique. C'est vraiment énorme et ça en a vraiment l'air. Bien sûr, elle n'a pas été détruite. Ce ne sont que 2 drones qui ont touché les zones de la sous-station. Mais le processus est entravé. Vous savez, ça donne vraiment une très mauvaise image. Je veux dire, c'est une très bonne image, honnêtement. Le feu sort de la Russie. Ce n'est pas une mauvaise image. C'est une image magnifique. Et ça, c'est le lendemain matin, bien sûr. Ça fume encore, ça fume toujours. Ici, c'est la zone des transformeurs. Ils la répareront dans 1 à 2 semaines. Encore une fois, de nombreux électriciens et ingénieurs chargés des réparations sont au front. Donc il y a un problème pour réparer des choses comme ça. C'est un énorme mastodonte de centrale thermique. Waouh, il y en a encore plus. J'ai tant de vidéos sur ce sujet. Nous avons la jeunesse locale russe. Ces jeunes profitent aussi du temps et de la vue. La centrale thermique brûle.
Ils sont juste sortis fumer. Une matinée russe tranquille comme d'habitude, tu vois? Oh mon Dieu, c'est digne de Top Shop, mais ce n'est pas tout, il y a encore plus. Achatura, c'est comme une petite ville dans l'oblast de Moscou, dans les environs de Moscou. La centrale électrique s'y trouve, ainsi que quelques hôtels. Et ceci est filmé par l'un des clients de l'hôtel depuis la fenêtre, le soir de l'attaque contre la centrale électrique. Et il voit en ça qu'est-ce que c'est? Un canon anti-aérien soviétique Ju, un canon double? Je suppose que c'est à l'arrière du camion. Ici, c'est un équipage de défense aérienne, russe classique. Vous êtes dans un hôtel près de Moscou et voici ce que vous voyez. Ils tirent simplement, ils martèlent sans arrêt. Vous pouvez entendre le drone. C'est votre... Et ce serait de bonnes vacances, franchement. C'est super. Tu peux l'entendre, tu peux entendre le drone. Maintenant, il tire dans une toute autre direction. Au fait, c'est toujours tellement étrange de voir ces équipages mobiles russes dans la ville, dans des zones urbaines, tirer dans toutes les directions. Je veux dire, ces balles retombent à la même vitesse. Elles montent et redescendent selon une trajectoire balistique. Ce qu'elles touchent, elles le frappent comme si c'était un tir direct. Elles traversent les murs, pénètrent dans les voitures, dans les gens. Parfois, comme je veux dire, elles brisent contre des vitres. Ces balles retombent dans une zone urbanisée. Donc, essentiellement, ils tirent sur leur propre ville, ce qui m'a toujours semblé très étrange. En Ukraine, il existe aussi des équipes similaires, mais elles sont souvent situées à environ 10 km hors de la ville. Il y en a quelques-unes à l'intérieur, mais surtout à l'extérieur. Cela n'arrive pas, sauf à Moscou où je l'ai vu. Chaque quartier compte environ 15 km de zone très urbanisée. Et ils tirent dans tous les sens comme des fous avec une dizaine de canons. Tu vois, ces balles vont toucher ce qu'elles toucheront. C'est une zone urbaine, c'est un immeuble ou une usine. Je trouve ça tellement bizarre. Ils n'y pensent même pas. Personne ne s'en soucie, j'imagine. Bon, assez parlé de cette centrale thermique, on en a tous marre. Passons à la Crimée occupée. Laissez-moi essayer de le prononcer. Krasnoperekopsk. Oui, c'est une usine chimique et une sous-station juste en face. Donc la 14e armée ukrainienne, comme vous le savez, ce sont eux qui envoient les Brovary, les fantômes, n'est-ce pas? Ils ont toujours le même genre de vidéo avec une musique géniale, où ils frappent des cibles en criminant. Comme si de rien n'était. Regardons là. Regarde la sous-station. Pas de problème, pas de sous-station, pas de problème. Comme disent dans les Ukrainiens, ouais, frappe. Oh, belle boule de feu. Frappe une fois, frappe-moi une fois. Honte à moi, frappe-moi 2 fois. Non, ça s'est arrêté après m'avoir frappé 2 fois. Honte à moi. Ouais, il le frappe, ici, pour la 2e fois. Et maintenant, pour la 3e fois. Oh, c'est le 2e. Boum, 2e boum. Et est-ce qu'on aura le 3e boom? J'en ai besoin pour mon lundi. Montre-moi, s'il te plaît. C'est merveilleux. Je veux partager ces moments avec toi et les regarder ensemble dès qu'ils arrivent. Donc, tu as vu tous ces drones Brovary frapper toutes les cibles en Crimée. Je vais t'apporter une autre vidéo. Je veux dire, ils ont tous été publiés. 3 vidéos différentes. Tu ne les as pas vues? Une autre vidéo du Brovary Primary, oh mon Dieu, je me trompe de mot primary, qui en Ukraine est censé signifier fantôme. Je ne parle pas ukrainien, alors pardonne-moi s'il te plaît. Mais voici ces mêmes personnes, un jour plus tôt, en train de détruire des radars en Crimée. Au fait, remarquez, le bateau qui est juste, qui traîne ici dans l'eau, à moitié submergé. Donc est-ce que c'est comme un demi-sous-marin? Je ne sais pas. Primary, c'est les fantômes. Oui, j'ai écorché le nom. Freedom a exporté le radar contre batterie radar de localisation des sources 55 The 6U NEBA U. C'est censé l'être. Ça ne devrait pas être NEBA SV?
Pleure-moi une rivière? Ouais, pleure-moi une rivière. Mec, je détruis tous tes drones. Regarde ça. Et je vais même pas prétendre savoir de quel radar il s'agit. Toi non plus, tu sais pas. Mais c'est gros, ça a l'air cher, c'est fixe. Je crois. Ce n'est pas sur un camion. Donc il faut le détruire. Ça, on est tous les deux d'accord. Les points sont S1. Bon, ça c'est évident. Il y a tellement de cibles, ils frapperont partout. Chaque semaine, il publie en ses vidéos, mec. Et ça, c'est un KA-27, non? Qu'ont-ils écrit? Hélicoptère KA-27 au sol? Pourquoi? On le détruit. Boum, disparu. La liberté exportée. Super vidéo. Au fait, en Crimée, ces 2 vidéos venaient de Crimée. Les 2 fois, ils ont essayé d'abattre les drones, et à chaque fois, les sites radars et la sous-station que j'ai mentionnée auparavant se trouvent dans près de zones urbanisées. Vous pouvez voir les lumières, ce qui signifie qu'il s'agit d'une sorte de village côtier ici. Et regardez comment ils abattent les drones. Un feu massif part dans une seule direction. Je pense qu'il y a 5 ou 6 armes qui tirent, ou si un autre équipage est là avec les doubles canons. Canon anti-aérien soviétique. Vous ne voyez pas le drone. Évidemment, ce gaz tire au hasard là-dedans parce qu'il n'y a pas de projecteur assez puissant pour repérer le drone. Et regardez ça. C'est là qu'il tire. Il y a des bâtiments, des gens, des villes, des rues. Toutes ces balles qui tombent dans ces rues, des gens vont être touchés. Ça arrive. On a vu des voitures criblées de balles. Tu pars faire des courses, tu reviens et ta voiture est criblée de balles. Et tu n'es pas à Compton ou quoi. Tu sais, ce n'est même pas un quartier de gangsters. Tu es en Crimée, regarde ça. Ils tirent dans cette zone et l'explosion se produit ici. Ils l'ont complètement raté. À la radio, tu entends « Ah, Souka, c'est comme, mince, on l'a tous raté ». On a tous tiré sur nos propres voitures, sur nos propres gaz en Crimée, et maintenant ça s'est produit. C'est tellement stupide, je ne peux pas. C'est moi, je comprends mal. Ça, on ne devrait pas tirer sur une zone urbanisée, sur l'espace de vie collectif des gens. C'est la ville où vivent des gens. On ne devrait pas tirer sur cet endroit. D'accord, ça n'est pas encore fini, mes amis. Vous pensiez que ça allait finir? Les gentils Ukrainiens. Ils ont utilisé un drone fonction publique, One Firepoint One, pour abattre un hélicoptère russe dans les airs, dans l'oblast de Rostov, région de Rostov. Cet hélicoptère n'est pas au sol comme nous l'avons vu en Crimée. Celui-ci est en vol et voici le drone à 200 km de la frontière ukrainienne. Et ils font ça. C'est fou. Ces drones ne sont pas conçus pour abattre des hélicoptères. Ils sont faits pour des cibles au sol, et ils ne sont évidemment pas envoyés là-haut. C'est comme « trouvons l'hélicoptère ». Ils ont un ensemble spécifique de cibles, ils vont aller voler dans la région de Rostov et aller à ses coordonnées, Saint-Estarsound, mais ils ont vu cet hélicoptère en chemin. Donc c'est un changement de plan. Genre d'accord, oublie la cible. On voit l'hélicoptère, on va l'abattre. Évidemment, ils n'envoient pas ces drones en sachant qu'il y a un hélicoptère à 200 km quelque part au-dessus de Rostov. Non, et puis boum, ça rentre dans ses rotors. Malheureusement, on n'a pas de vidéo de ça. Mais si un drone percute les rotors, cela les endommage et fait chuter l'hélicoptère. Peut-être que les pilotes sont assez habiles pour faire un atterrissage d'urgence en douceur. Qui sait, on ne sait pas ce qui s'est passé. Tout ce que nous savons, c'est que ça a touché les rotors. C'est tout ce que je peux vous dire. Et les gens se disputent pour savoir de quel type d'hélicoptère il s'agit. À cause de l'envergure de la queue ici, le MIA n'a pas d'aileron supplémentaire sur sa queue, contrairement à la version la plus récente et modernisée du 1000 Mi-28 NEM. Eh bien, ça n'a pas vraiment d'importance, honnêtement. Le fait qu'à 200 km de là, à Rostov, un drone ukrainien à voilure fixe soit capable de se connecter à cet hélicoptère qui vole tranquillement, en train de transporter. Peu importe leur cargaison, sans doute des criminels de guerre. C'est une situation étrange. En parlant de situation étrange, mes amis, allons à Koursk. Oui, parce que quand les Russes boivent, et ils le font presque toujours, ils ne devraient sans doute pas conduire, et personne ne devrait le faire. Mais ils le font. Et ils le font même lorsqu'ils conduisent un énorme camion militaire qui peut même transporter tout un groupe. Ou la moitié d'un plateau à l'arrière, regarde quel est le résultat.
Ivan a trop bu, il fait un dérapage, fait un petit tonneau en zigzagant et retombe sur ses roues comme un chat sur les roues. Pas de souci, il peut continuer. Mais Ivan n'est plus là. Ivan est réduit en purée. Mais c'est fou. Je ne peux pas confirmer la présence de troupes à l'arrière, mais il est possible qu'il y en ait car ces camions en transportent. C'est insensé. Ne bois pas et ne conduis pas, surtout avec des véhicules militaires. Si tu es russe, fais-le, c'est bénéfique pour nous. Mais si tu n'es pas russe, ne fais pas ça, s'il te plaît. Regarde ce carnage. Aucun Ukrainien n'est impliqué. Je dois préciser que tout cela se passe en Russie, fait par les Russes eux-mêmes. Ils sont doués pour ça. Dans la vidéo précédente, mes amis, j'ai parlé de l'attaque russe à Ternopilins, dans l'ouest de l'Ukraine, une ville de l'ouest de l'Ukraine. Les Russes ont frappé deux bâtiments, un bâtiment industriel et un bâtiment résidentiel, que vous pouvez voir à l'écran. C'était vraiment grave. 4 jours plus tard, il y a eu 4 jours de sauvetage ininterrompus à 2 endroits. 4 jours plus tard, le bilan de cette attaque terroriste russe s'élève à 33 personnes. 94 personnes ont été blessées, dont 18 enfants. Ça me met hors de moi, mec, je ne peux pas. Et malheureusement, 6 personnes sont toujours portées disparues. Les sauveteurs ukrainiens ont travaillé pendant 4 jours sur 2 sites, parvenant à sauver 46 personnes, dont 7 enfants. Plus de 1200 tonnes de décombres ont été enlevées, la majorité à la main. C'est une opération de sauvetage massive. Et maintenant, quel est le résultat ? Au cimetière de Ternopy, nous avons des scènes comme celle-ci où un père berce un cercueil, le cercueil d'un enfant, comme s'il berçait un enfant pour l'endormir. Et ils mettent ses enfants en terre et il y a beaucoup de ces enfants. Cela ne sera jamais oublié et cela ne restera pas impuni. Il y a des millions d'Ukrainiens qui ont été témoins de cela et des millions d'Européens et dans le monde entier des millions, des dizaines, des centaines de millions de personnes qui voient cela, et ils ne l'oublieront pas. Nous n'oublierons pas qui l'a fait. Il y a un officier qui a entré les coordonnées. Les Ukrainiens les traqueront et les élimineront tout simplement. Allons sur la ligne de front, je vous donne une rapide mise à jour sur Pokrovsk. La situation à Pokrovsk reste la même qu'il y a environ 2 semaines. Les Ukrainiens résistent coûte que coûte, les Russes attaquent moins fortement, mais la ligne de front reste stable, surtout à Bakrovsk où la situation est très fluide. Mais maintenant, le 7e corps des forces d'assaut aérien ukrainiennes rapporte qu'ils ont éliminé tous les Russes dans la zone centrale de Pokrovsk. Ceux qui ont réussi à s'infiltrer dans la ville avec le brouillard il y a environ 1 semaine et demie, tu te souviens de ça ? Eh bien, ils ont été tués, c'est aussi simple que ça, je ne peux pas le dire autrement pour l'instant. Le 7e corps rapporte que les forces de défense empêchent l'ennemi de s'approcher et mènent des missions de recherche et de frappe pour éliminer les troupes russes à Bakrovsk. Et ce jeudi, je vous apporterai l'une des longues vidéos de bataille, montrant comment l'armée ukrainienne élimine ses infiltrés. Ils ont des équipes mobiles pour chercher et détruire. C'est leur mission. Ce jeudi qui n'est pas prévu dans mon programme habituel, je vous apporterai l'une de ces vidéos. Aussi, à Bakrovsk, on ne voit pas autant de choses. Je veux dire, ces drones fonction publique 2. Point de feu, ils vont généralement détruire des sous-stations, des réservoirs de pétrole, mais dans ce cas, ils frappent en fait à plusieurs reprises. Une tour industrielle à Bakrovsk, où il a été rapporté que cette tour est contrôlée par les Russes et qu'ils l'utilisent pour des équipes de mitrailleuses et des pilotes de drones. Évidemment, cela intéresse les Ukrainiens, donc ils la pilonnent. 1, 2, nous en avons 3 qui vont vers la même tour. Numéro 4, 5. Ils envoient dans 5 drones vers la même tour, chacun provoquant une énorme explosion. Donc quoi qu'il y ait là-dedans, ce n'est plus là maintenant. Si c'était en les équipes de mitrailleuses ou les pilotes de drones vus à la première personne, ils dorment avec les poissons. Et maintenant, mes amis, vous vous demandez sûrement qui sont ces infiltrés qui entrent à Pokrovsk ? Qui sont ces gars qui ont été envoyés en premier ? La première ligne d'infanterie qui s'infiltre et se cache dans les sous-sols ? Eh bien, les voilà. Ils ne feront pas fusible neutre. Ils n'emmènent même plus cette merde sur le terrain d'entraînement. Bande d'enfoirés trempés de pisse, ramasse ton putain de casque. Je te le dis pour la dernière fois.
Ramasse-le et reste là à le tenir. Si tu tombes maintenant, je ne peux pas. Je te jure que je vais pisser sur toi. Pourquoi as-tu signé le contrat? Moi, qui d'autre, moi? Ils m'ont piégé. Je ne voulais pas. Ce que tu ne voulais pas, je ne voulais pas signer. Pourquoi l'as-tu fait? Ils t'ont frappé? Ils t'ont frappé? J'étais sous. Tu étais sous, héros. Ils ont pris. J'ai signé. Tu t'es vraiment foutu dans la merde. Pourquoi as-tu signé le contrat? J'étais saoul. Pourquoi avoir signé le contrat? Pourquoi as-tu signé? Je pensais avoir enfin arrêté de boire. Ouais, je croyais que tu avais arrêté de boire. Tu as arrêté? Alors, pourquoi tu agis comme ça, bordel? Comme une merde? Hein? Quelle est la raison? On va t'arranger ça. On va t'arranger. Tu arrêteras de boire, c'est sûr. Pourquoi tu te comportes comme une merde maintenant? Quand tu as signé le contrat toi-même, quoi? Tu croyais que c'était la maternelle ou un centre de désintoxication? Qu'ils allaient te materner? Ils font déjà tout pour toi, ils t'habillent, te chaussent, te nourrissent 3 fois par jour, t'emmènent au bain. Qu'est-ce qu'il te faut de plus, bordel? Pourquoi as-tu signé le contrat? J'étais saoul? Pourquoi as-tu aussi signé bourré? Ce sont tous des enfoirés. Demain, tu pars au combat. C'est tout. Je te le dis, ces types-là, ils sont tout bourrés quand ils s'engagent. Ou bien ils sont forcés ou tabassés, ou alors ils sont sans abri. Poutine règle son problème de sans-abri en les envoyant au front. Regarde, ils boivent la bombe là-bas aussi. Qui leur donne de l'alcool? Ce commandant dit juste « Pourquoi boire? Dou. » Les commandants leur donnent de l'alcool parce que les soldats peuvent l'acheter auprès des commandants. Les commandants les prennent une grosse commission, tu sais, en faisant parvenir cet alcool au front. Ils s'enrichissent comme ça. Ces gars vont mourir demain de toute façon. Ils sont déjà condamnés en partant à l'assaut. Ils ont de l'argent, donc les commandants pensent. Si je leur vends de la vodka, je garde l'argent. Pour moi donc oui, c'est un système d'extorsion. C'est juste un système qui fonctionne dans l'armée russe. Ça a toujours fonctionné comme ça, il y a 200 ans. Et maintenant ça a toujours été comme ça. Donc ce commandant ici, qui fait semblant d'être moralement supérieur, qui ne boit pas, lui et les gens comme lui sont ceux qui donnent de la vodka à ces gars et prennent à l'argent. C'est tout ironique et drôle, sans aucune logique. N'en cherchez pas. Mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je reviendrai pour vous mercredi. Aussi jeudi d'ailleurs, regardez jeudi parce que on va parler d'une des équipes ukrainiennes qui élimine les infiltrés russes sur le front. C'est super. Et bien sûr vendredi. D'ici là, Slava Ukrainia et au revoir.